Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition dont voici les faits saillants. Les premiers membres de la CENI ont prêté serment ce matin. Et en Turquie, les Syriens arrivant par avion et bateau devront être munis de visa. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué les autorités turques. Mais avant de débuter et de développer ces titres, un des événements qui a marqué ce début d'année 2016 a été bien sûr l'investiture du président Ismaël Omar Guelleh lors de la 3e convention tenue par la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP. C'était vendredi soir à l'ancien club hippique. Et le 1er novembre 2015 était non plus une des dates les plus importantes de l'année 2015, où lorsque l'union d'un peuple forge son destin. Cette date marque en effet un tournant dans l'histoire de notre pays. Un reportage de la rédaction et un commentaire de Ali Abdillahi. Il est des jours pour leur mobilisation. Les Djiboutiens ont marqué l'histoire et c'est ainsi qu'ils ont réussi par le passé à vaincre le colonialisme qui a toujours cherché à opposer les uns aux autres. Dès que l'intérêt suprême de la nation l'exige, les Djiboutiens savent exprimer leurs vœux, sortir dans la rue pour crier tout haut. Par cette manifestation du 1er novembre à Djibouti, mais aussi dans les régions de l'intérieur, les Djiboutiens voulaient couper court aux doutes qui commençaient à les gagner. Autrement dit, si le président décidait de prendre sa retraite, et c'était la question qui était sur toutes les lèvres pendant des mois. C'était une question à laquelle personne ne trouvait de réponse, sachant tout simplement que le pays avait encore besoin d'IOG comme président. Décision était prise par chacun de lui demander d'assurer un nouveau mandat pour le pays, pour le peuple. C'est ainsi que les forces intérieures de chacun s'exprimaient collectivement par le cri de grande explosion du 1er novembre 2015. Et ce cri du peuple, le président ne pouvait y rester sourd et l'ignorer. Patriote de toujours, il a su répondre à l'appel de la patrie et pouvait se permettre de la laisser tomber. Cette patrie qui lui demandait de reprendre du service et l'appelait sous les drapeaux comme un soldat. Ces appels qui a déclenché le déclic chez le patriote de toujours et qui a amené à accepter d'être candidat en 2016 et débouché sur la convention de l'UMP qu'il a plébiscité vendredi soir. Oui, j'ai changé d'avis car vous m'avez fait comprendre que ce qui était en jeu, ce n'était pas ma personne. Vous m'avez fait comprendre que ce qui était en question, ce n'était pas ma sincérité. Vous m'avez fait comprendre que l'enjeu, c'était notre pays. La réponse à cet appel, le président l'a largement évoqué dans son discours d'investiture à la convention de l'UMP, en précisant que sa candidature dépassait le cadre des partis politiques. Je ne me dérobe jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, devant l'appel de la patrie. Bien que portée par l'indispensable soutien des partis, cette candidature a eu le temps de s'élever au-dessus des partis. Cette candidature a eu le temps de s'élargir et de s'étendre au-delà des partis. Cette candidature, elle a eu le temps de mûrir dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos régions. Oui, je le dis en toute sincérité, pour moi, la manifestation citoyenne de la société civile du 1er novembre est le creuset de cette candidature. Je veux être le candidat de tous ceux qui croient en leur pays, en son potentiel. Je veux être le candidat de chaque Djiboutien qui espère. Je veux être le candidat du terroir, de tous nos territoires. Je veux être le candidat du Djibouti qui gagne. Cette logique des gens qui aiment leur pays a amené le président à faire la différence entre ceux qui aiment la République et ceux qui ne l'aiment pas. Évidemment, mes chers compagnons, il y aura toujours ceux qui parlent, mais il y aura également ceux qui agissent. Ceux qui parlent n'aiment pas la République, tandis que ceux qui agissent font la République.
Ceux qui parlent affaiblissent la République. Ils rêvent de voir s'établir une République empêchée, une République entravée, une République divisée et insécurisée, son potentiel gaspillé, sa foi en elle vaciller. Ceux qui agissent font avancer la République. Ils la font vivre, ils la font grandir. Le président a bien saisi en effet que l'appel du 1er novembre était le cri d'un peuple qui émanait du terroir, des régions et de tous et toutes. C'est ce qui a fait toute la dimension du 1er novembre qui a forgé le destin des Djiboutiens. Et sous le haut patronage de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, le ministère de la promotion de la femme et du planning familial, chargé des relations avec le Parlement et l'UNICEF, ont organisé leur déclaration publique d'abandon total de toute forme d'excision. À cette occasion, des communautés de la capitale, des régions de l'intérieur, du nord et du sud de la République de Djibouti ont été aidées par l'Union nationale de femmes djiboutiennes. Des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, habillés de différentes couleurs, ont commencé à défiler du carrefour d'Ambouli jusqu'au siège de l'UNFD où est organisée la cérémonie pour stopper les mutilations génitales féminines pour la cérémonie de déclaration d'Ambouli d'abandon de toute forme d'excision. Le ministre de la Santé, la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkhat Daoud, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications et la secrétaire générale par intérim de l'UNICEF ainsi que les membres du gouvernement étaient présents à cette déclaration. Rappelant que ce programme a pour objectif principal de contribuer au développement durable des communautés dans le respect des droits humains et de parvenir ainsi à promouvoir d'abandonner l'excision. En 2015, les actions de mobilisation sociale du programme Salam autour de l'abandon de l'excision ont été intensifiées sous le leadership de l'UNFD, appuyé par l'UNICEF. Dans le cadre de Djibouti, dans le cadre de ce programme conjoint, représente un pays à haute prévalence, comme on peut appeler ainsi. Haute prévalence puisque déjà en 2006, l'enquête à indicateurs multiples avait révélé un taux de 93%, c'est-à-dire 93% des femmes étaient excisées. Djibouti a agi sur cette pratique, comme on l'a précisé tout à l'heure, une action importante, une action vigoureuse, soutenue aussi bien par le gouvernement que par la société civile, notamment l'Union nationale des femmes de Djibouti. Et bien sûr, cette action a eu un impact. On parle aujourd'hui d'une prévalence de l'ordre de 75-76%. Donc le pays a gagné quand même presque 20% en l'espace d'une dizaine d'années. C'est un progrès extrêmement important. Il faut le louer et il faut remercier et congratuler tous ceux qui sont derrière ce progrès important. En 2015, il y a quelques mois, le ministère de la Promotion de la Femme et l'UNICEF ont, réalisé une évaluation de la stratégie nationale de lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines. Et cette évaluation a confirmé effectivement que la plupart des axes de la stratégie ont été couronnés de succès et explique le fait qu'elles aient contribué à la réduction de la prévalence. Et le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Osman, a expliqué durant cette cérémonie qui marque l'avancée de la lutte contre les mutilations génitales féminines. On l'écoute. Les mutilations génitales féminines sont les fruits de divers ingrédients culturels considérés à tort comme religieux ou sociaux au sein des familles et des communautés. Le ministère de la Santé, en 2005, avait organisé une conférence sous-régionale
mettant en exergue la nécessité d'un consensus politique et religieux sur la question. Il a d'ores et déjà introduit des services de santé et de protection destinés aux personnes souffrant des effets néfastes de ces pratiques. Le ministère a dès le début soutenu les initiatives de l'UNFD dans cette lutte. Pour avoir été confrontés aux conséquences parfois fatales, les professionnels de la santé se sont montrés unanimes et solidaires de l'interdiction faite de pratiquer les mutilations génitales féminines par du personnel médical qualifié ou en milieu sanitaire. Dans notre pays, on observe un recul significatif de mutilations sexuelles féminines et une augmentation du nombre de femmes et d'hommes favorables à leur suppression dans les communautés où elles sont pratiquées. Mais il ne faut pas occulter un fait. L'excision est considérée comme une norme sociale. Et le problème de la norme sociale est qu'elle pousse les gens à perpétuer ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux dans la société. Peur de l'exclusion, de la stigmatisation, autant de raisons qui peuvent pousser les parents à couper leurs filles. Pour faire changer cette perception et ces pratiques des MGF, l'engagement de la communauté est important. Il faut renverser cette normalité et cela passe par un processus collectif de délibération. En effet, ce sont les communautés qui sont au cœur du changement. Cela signifie que la communauté tout entière doit être impliquée dans le choix de l'abandon de cette pratique de MGF. Et à son tour, la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barka Daoud, a expliqué qu'il y a eu des avancées inédites en matière d'abandon de l'excision grâce au programme de promotion et protection piloté par l'UNFD. Je vous propose donc de l'écouter. Ce matin, 12 communautés viennent de déclarer solennellement devant nous l'abandon de la pratique des MGF en leur sein pour le bien-être de leurs filles. Ceci est un résultat à saluer et permettez-moi ici de féliciter l'équipe de l'UNFD qui œuvre sans relâche sur le terrain. Je me dois de saluer également l'excellente collaboration existant entre l'UNFD et les intervenants des différents départements concernés, à savoir le ministère de la Culture et des Affaires religieuses, le ministère de la Santé, de la Justice et celui de la Promotion de la Femme. Nous devons redoubler d'efforts, poursuivre les campagnes de sensibilisation et les discussions publiques, de telle sorte à entraîner encore davantage une masse importante d'individus pour envisager un changement de comportement. Ce qui est important, c'est qu'un pourcentage de la communauté soit prête à s'élever contre cette pratique et que cette prise de conscience fasse tache d'huile pour finalement atteindre un point de basculement et d'éradication de cette pratique. Vous conviendrez avec moi que quels que soient les efforts que les institutions étatiques déploient, aucun résultat ne peut être atteint sans la mobilisation et l'implication totale des communautés, des leaders traditionnels, des religieux et de la société tout entière. À cet égard, profitant de cette occasion, je tiens à rappeler aux parents, aux familles et aux communautés que rien ne justifie la pratique de l'excision. L'État, la religion et la morale prônent tous l'intégrité physique du corps de la femme et condamnent l'ablation d'un organe humain sain. Ainsi, les mutilations génitales féminines sont aux antipodes de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, dont le souci constant est de faire respecter les droits humains de la femme, mais aussi de faire de l'équité entre les hommes et les femmes une réalité quotidienne en République de Djibouti. Et sans l'implication personnelle et inébranlable de la Première Dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haïd, dans ce noble combat, nous ne serions jamais à ce stade d'avancement de la lutte et je tiens ici à lui rendre un hommage appuyé pour avoir fait de la bonne santé morale et physique de nos petites filles l'étendard de cette lutte anti-MGF. Et de son côté, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Abdi, a souhaité d'abord, au nom de la Première Dame et en son nom propre, la bienvenue au sein de leur siège de l'UNFD à tous les combattants qui luttent contre les mutilations génitales féminines. Nous l'écoutons. Au nom de son Excellence, Mme Khadra Mohamed Haïd, Première Dame et présidente de l'UNFD, au nom de toutes les femmes djiboutiennes et en mon nom propre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en cette auguste enceinte qui abrite le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes
depuis plus de décennies. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vivre un moment historique. Et le choix de ce haut lieu chargé de symboles et d'histoire pour héberger notre grand rendez-vous d'aujourd'hui n'est pas anodin. C'est ici aussi que toutes les inspirations et les ambitions des femmes et filles djiboutiennes prennent forme et se cristallisent. En un mot, nous sommes ici au berceau où tous les combats nobles et les causes les plus humaines ont été remportés grâce à l'implication personnelle et sous l'impulsion de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd. Avec l'appui des plus hautes autorités de l'État en faveur de nos compatriotes féminines. Vous l'aurez compris, le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes est la maison de tous les possibles pour les femmes djiboutiennes, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions sociales. Honorable invité, la déclaration publique qui vient d'être déclarée arrive à un moment opportun. Elle arrive après des décennies de mobilisation sociale qui a fait reculer la pratique de manière significative. La baisse significative de la courbe des données statistiques sur les cas de MGF recensés dans nos foyers sont un motif d'encouragement et de satisfaction. Mieux encore, les formes les plus sévères des mutilations génitales féminines comme l'infibulation ont été abandonnées au profit des pratiques dites sunna qui continuent malheureusement de persister. Honorable invité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes est une organisation pionnière pour la lutte pour la promotion et la protection des droits humains. C'est donc en tout état de cause que nous avons repris en 2014 l'exécution du programme communautaire, du programme de promotion et protection des droits humains, si bien nommé Salama. Ce programme place l'abandon de toute forme d'excision au sommet de ses priorités. Grâce au maillage étendu des réseaux associatifs et communautaires qu'elle parraine, l'UNFD a su mettre en action ses puissants relais pour mobiliser les hommes, les femmes et les jeunes sur l'ensemble du territoire national. La déclaration publique d'abandon de toute forme d'excision qui nous réunit aujourd'hui n'est autre que le fruit du travail formidable effectué depuis lors. Honorables invités, sous le leadership et l'impulsion de son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd, première dame et présidente de l'UNFD, nous le remporterons ensemble ce combat audacieux. Ensemble et avec l'appui de nos partenaires de toujours, nous irons au bout de ce rêve de Djibouti sans MGF. Avant de conclure mon propos, au nom de son Excellence, son Excellence la Première Dame, présidente de l'UNFD, j'aimerais rendre un hommage appuyé à nos ministères techniques sectoriels et à nos partenaires privilégiés, en particulier l'UNICEF et le FINIAB, qui depuis toujours travaillent à nos côtés. Je compte également rendre hommage aux autorités locales et les leaders d'opinion qui, comme de nombreuses organisations de la société, se battent à nos côtés pour arriver à bout du fléau des MGF. Je voudrais adresser une mention spéciale à nos partenaires des Nations Unies et en particulier et en premier l'UNICEF qui soutient et qui porte à bout de bras le programme Salam depuis 2008 jusqu'à ce jour. Et par la suite, une remise de prix pour les différentes femmes et organisations et associations qui ont totalement abandonné les MGF et qui participent également aux actions et opérations entreprises par l'UNFD et l'UNICEF pour l'abandon total des mutilations génitales féminines. Ainsi, les officiels présents et les membres du gouvernement ont remis des chèques et des certificats pour ces femmes et ces représentants des différentes associations et organisations qui participent à l'abandon total de toute forme d'excision dans la République de Djibouti.
Aujourd'hui, vraiment, moi j'ai un sentiment de fierté, j'ai un sentiment aussi de devoir accompli, et ce sentiment je le partage avec vraiment toute la famille de l'UNFD, les autorités publiques, les communautés locales qui étaient là. Nous sommes très fiers aujourd'hui de ce que notre pays a accompli sous le leadership du président de la République et de la Première Dame. Notre pays a fait de grandes avancées en matière d'abandon total de toute forme d'excision. Depuis que le président de la République a commencé ce combat, depuis que la Première Dame s'est impliquée personnellement, depuis que l'UNFD travaille sur le terrain sans relâche, il y a de plus en plus de communautés qui sont convaincues que l'excision est une atteinte à l'intégrité physique des jeunes filles, des petites filles. Et aujourd'hui, nous sommes contentes et fières en tant que Djiboutiennes de ce nouveau combat qui en passe d'être un combat gagné contre les mauvaises pratiques, contre les mauvaises mentalités. Nous sommes ici aujourd'hui donc pour célébrer la journée, donc la déclaration publique d'abandon de toute forme d'excision effectuée donc par les comités de gestion communautaire dans le cadre du programme communautaire Salam, qui est mené en étroite collaboration donc par l'UNFD avec l'UNICEF. C'est un projet donc qui a été mené par l'ONG Tostan en 2008, et qui est repris donc par l'UNFD, qui a été confié par à l'UNFD donc depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du travail des comités de gestion communautaire qui ont beaucoup travaillé, qui nous ont présenté donc une très belle cérémonie donc par des sketchs et des chansons. Et nous leur remercions du travail et de leur effort. C'était donc dans les titres. Le membre de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ont prêté serment ce matin au siège de la CENI lors d'une séance solennelle comme la loi l'exige. Cette prestation de serment était pour les membres de Djibouti-Ville et Arta qui comptaient en nombre d'une 60aine de personnes. Pour les membres d'Ali Sabié, de Dikil, de Tadjoura et Obok, eux prêteront serment demain à 9h. Ce nouveau membre jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République de Djibouti et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont aussi pris l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Sera amenée à garder le secret des délibérations du vote. Cette Commission électorale nationale indépendante sera en charge de l'organisation des élections présidentielles prochaines. Environnement à présent, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'organisme régional de la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a organisé un atelier de lancement des activités des clubs environnementaux des écoles privées arabes. C'était ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère et en présence du conseiller technique Adel Hassan et du sous-directeur de l'environnement Abdelkader Ahmed, du coordinateur régional des programmes du PERSGA Habib Abdi Hussein. Les membres des clubs environnementaux et les responsables ont participé également à l'atelier qui avait pour objectif la planification des activités pour 2016. Préparé par le PERSGA. Autrement dit, cet atelier est la suite logique du processus de sensibilisation et de formation des membres des clubs environnementaux sur le concept de l'éducation environnementale et sur le contenu du kit scolaire de l'environnement et côtier de la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden.
Et un mot en éducation, les épreuves du concours de recrutement des élèves instituteurs ont commencé hier dans les différents centres d'examen de la capitale. Plus de 3200 candidats ont planché sur le sujet des épreuves écrites de français et de mathématiques dans les 5 centres de concours prévus à cet effet. Cette année, ce sont quelques 100 postes d'instituteurs qui sont à promouvoir, dont 85 enseignants français et 15 arabisants. À l'issue des épreuves écrites de français et de mathématiques, les premières délibérations seront effectives à partir du lundi 18 janvier prochain. Puis le second groupe de preuves orales, cette fois-ci, se déroulera dans les journées de mardi et mercredi 19 et 20 janvier. La proclamation des résultats finaux aura lieu jeudi 21 janvier 2016. Comme à l'accoutumée, les officiels des ministères de l'Éducation nationale et du Travail ont entrepris aujourd'hui une tournée de supervision et de contrôle pour s'assurer du bon déroulement des épreuves dans les différents centres de concours. D'un concours qui doit recruter quelques 85 instituteurs francisants et 15 instituteurs arabisants. Au total, un recrutement qui porte sur 100 instituteurs. Donc nous avons fait le tournée de tous les sites sur lesquels se déroule ce concours et les choses se passent bien. Et concernant la préservation de notre environnement, des gardes-côtes djiboutiennes en partenariat avec différentes associations et notamment l'association Voies de développement de Djibouti lutte contre la pollution maritime en nettoyant la mer de tous les déchets divers pour des bateaux de passage au port de Djibouti. Rappelons qu'en septembre 2014, le navire Siagel avait défrayé la CIMIC en jetant à la mer une quantité non négligeable de déchets lourds, notamment de l'huile de vidange. Notons que la garde-côte djiboutienne mène souvent des opérations de ce genre en vue de préserver de la pollution de nos zones maritimes et touristiques. Et suite au décès de feu Moumine Bilé, survenu ce matin à l'hôpital Bouffard, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, qui était un grand artiste, qui a mis ses talents d'artiste au service de la nation. Dans son message, le chef de l'État affirme que feu Moumine Bilé restera dans la mémoire de tous les Djiboutiens. Feu Moumine Bilé Houfani était un artiste militaire dans la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes. Le défunt a évolué dans le groupe militaire Harbi. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 11 petits-enfants. Et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et toujours en page nécrologie, nous avons le regret aussi de vous annoncer le décès de feu Barkhat Moussa Ahmed, survenu le vendredi 8 janvier 2016. Feu Barkhat Moussa Ahmed était l'oncle paternel de notre collègue Ahmed Barkhaleh. Il est décédé suite d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une veuve. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde, à présent en Turquie, les Syriens arrivant par avion et bateau devront être munis de visa. Et depuis vendredi dernier, tous les Syriens arrivant en Turquie par avion ou par bateau doivent être munis d'un visa délivré par une ambassade turque. Ankara avait annoncé cette mesure le 9 décembre. Elle vient d'entrer en vigueur, mettant fin au régime d'exemption de visa adopté par les deux pays en 2009. Selon Osman Atalay, le responsable de l'ONG IHH, qui vient en aide aux réfugiés syriens, la mesure est justifiée. Les Syriens franchissant la frontière terrestre ne seront pas concernés et Ankara assure que sa politique humanitaire restera inchangée. Néanmoins, le pays est sous pression de l'Union européenne pour freiner le flux de migrants et a conclu avec Bruxelles un accord en ce sens. 2,2 millions de réfugiés syriens sont actuellement accueillis en Turquie. Et pour finir, aux États-Unis, l'administration américaine organise un sommet entre plusieurs géants du web et hauts responsables américains pour évoquer l'usage fait des réseaux sociaux par les organisations terroristes à des fins de propagande et de recrutement. Les organisations terroristes ont désormais piquant sur rue, sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Elles n'hésitent plus à diffuser leur propagande et recruter de nouveaux candidats au djihad.
Un phénomène contre lequel tentent de lutter les gouvernements occidentaux en mettant la pression sur les entreprises high-tech pour qu'elles mettent du cœur à l'ouvrage. Depuis les attentats de Paris de janvier 2015, dont les commémorations ont débuté cette semaine, la pression a redoublé pour lutter contre cette propagande terroriste sur Internet. Dans la foulée des attentats de janvier 2015, le décret sur le blocage administratif des sites Internet avait été adopté. Peu après, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'était rendu à Washington pour le premier sommet international sur le terrorisme. Le Parlement européen s'est également attaqué à la radicalisation sur Internet et la propagande en ligne, notamment en engageant la responsabilité pénale des géants du net. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.